Carrie, 11e partie. Extrait de la déposition sous serment du shérif Otis Doyle, enregistré par la commission d'enquête du Maine. Rapport de la commission White. Shérif, où étiez-vous durant la soirée du 27 mai ? Je me trouvais sur la route 179, connue sous le nom de vieille route de Benton, pour les constats d'un accident de voiture. Cet accident s'était produit en fait au-delà des limites de Chamberlain, dans la juridiction de Durham, mais je secondais Mel Krager, qui est commissaire de Durham. Quand avez-vous été prévenu du sinistre qui avait éclaté à l'école d'Ewen ? J'ai reçu un message radio de l'agent Jacob Plessy à 10h21. Quelle était la teneur de ce message ? L'agent Plessy m'a annoncé qu'il se passait quelque chose d'anormal à l'école, mais il ne savait pas si c'était sérieux ou non. Beaucoup de gens criaient, m'a-t-il dit, et quelqu'un avait déclenché des avertisseurs d'incendie. Il a ajouté qu'il se rendait sur les lieux pour se rendre compte de la nature des incidents. Vous a-t-il dit que l'école était en feu ? Non, monsieur. Lui avez-vous demandé de vous transmettre son rapport ? Certainement. L'agent Plessy vous a-t-il fait ce rapport ? Non. Il a été tué peu après dans l'explosion de la station Amoco, à l'angle de Main et Summer. À quelle heure avez-vous reçu le message radio suivant concernant Chamberlain ? À 10h42. J'étais en route pour revenir à Chamberlain avec un suspect à l'arrière de ma voiture. Un chauffeur en état d'ivresse, comme je l'ai déjà dit. L'affaire relevait de la responsabilité de Mel Krager, mais il n'y a pas de prison à Durham. Quand je suis arrivé à Chamberlain, il ne restait plus grand-chose de la nôtre. Quelle communication avez-vous reçue à 10h42 ? J'ai reçu un appel de la police d'État qui avait été alerté par les pompiers de Moton. Le dispatcher de la police d'État a précisé qu'il y avait un incendie et, apparemment, un début d'émeute à l'école d'Ewen et qu'il avait dû s'y produire une explosion. Personne n'était encore sûr de rien ce moment-là. Souvenez-vous, tout s'est passé dans un laps de temps de 40 minutes. Nous le comprenons parfaitement, shérif. Qu'est-il arrivé ensuite ? Je suis revenu à Chamberlain avec mon gyrophare et ma sirène en action. J'essayais de joindre Jack Plessy, mais sans résultat. C'est alors que j'ai reçu un appel de Tom Keehan, affolé, qui m'a dit que toute la ville était en feu et qu'il n'y avait pas une goutte d'eau. Savez-vous l'heure qu'il était ? Oui, monsieur. J'avais commencé à consigner la succession des faits. Il était 10h58. Keehan a déclaré que la station Amoco avait explosé à 11h. Faisons la moyenne, monsieur. Disons qu'il était 10h59. À quelle heure êtes-vous arrivé à Chamberlain ? À 11h10. Quelle a été votre première impression en entrant dans Chamberlain, shérif Doyle ? J'étais abasourdi. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Qu'avez-vous vu exactement ? Toute la moitié nord de la ville, avec le quartier des affaires, était en feu. La station Amoco avait disparu. Les magasins Woolworths n'étaient plus qu'un brésier. L'incendie s'était propagé aux 3 boutiques de bois qui lui faisaient suite. Le bar Grill Room Duffy, le comptoir Kelly et l'académie de billard. La chaleur était terrifiante. Des gerbes d'étincelles volaient au-dessus des toits de l'agence immobilière Maitland et des stands de vente automobiles de Doug Bran. J'ai vu arriver plusieurs voitures de pompiers, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Toutes les bornes d'incendie le long de la rue avaient sauté. Il n'y a guère que 2 vieilles autopompes de Westover, montées par des volontaires qui ont pu intervenir. Et encore, ils arrivaient tout juste à arroser les toits des bâtiments avoisinants. Et, naturellement, le collège, il était tout simplement volatilisé. Bien sûr, la construction est assez isolée. Le feu ne pouvait se communiquer à rien aux environs. Mais mon Dieu, tous ces jeunes enfermés à l'intérieur, tous ces jeunes... Avez-vous rencontré Suzanne Snell en entrant dans la ville ? Oui, monsieur. Elle m'a fait signe d'arrêter. Quelle heure était-il ? À l'instant où j'arrivais, 11h12 au plus. Que vous a-t-elle dit ?
Elle était sans dessus-dessous. Elle venait d'avoir un léger accident de voiture, un dérapage, et tenait des propos incohérents. Elle m'a demandé si Tommy était mort. Je lui ai demandé qui était Tommy, mais elle ne m'a pas répondu. Elle m'a seulement demandé si nous avions arrêté Carrie. La commission s'intéresse tout particulièrement à cette partie de votre déposition, shérif Doyle. Oui, monsieur, je sais. Quelle a été votre réponse à sa question? Eh bien, il n'existait à ma connaissance qu'une Carrie en ville, la fille de Margaret White. Je lui ai demandé si Carrie avait quelque chose à voir avec ces incendies. Miss Snell m'a déclaré que c'était Carrie qui avait mis le feu. Voilà ses propres mots. C'est elle qui l'a fait. C'est elle qui l'a fait. Elle l'a répété 2 fois. Vous a-t-elle dit autre chose? Oui, monsieur. Elle a ajouté « Ils ont fait souffrir Carrie pour la dernière fois. » Shérif, êtes-vous sûr qu'elle n'a pas dit « Nous avons fait souffrir Carrie pour la dernière fois » ? J'en suis tout à fait certain. Vous êtes formel, à 100%? Monsieur, la ville brûlait tout autour de nous. Avait-elle bu? Je vous demande pardon. Avait-elle bu? Vous venez de dire qu'elle avait eu un accident de voiture. Je crois avoir dit un accident léger, consécutif à un dérapage. Et vous ne pouvez pas affirmer avec certitude qu'elle n'a pas dit « nous » au lieu de « il ». Peut-être l'a-t-elle dit, mais... Qu'a fait alors Miss Snell? Elle s'est mise à sangloter. Je l'ai giflée. Pourquoi avez-vous fait cela? Elle paraissait prise d'hystérie. S'est-elle calmée? Oui, monsieur. Elle s'est calmée et a retrouvé assez vite son sang-froid, surtout si l'on songe que son amie venait vraisemblablement de mourir. L'avez-vous questionnée? Eh bien, pas comme on questionne un criminel, si c'est là ce que vous voulez dire. Je lui demandai si elle savait quelque chose sur ce qui s'était passé. Elle m'a répété ce qu'elle m'avait déjà dit, mais de façon moins exaltée. Je lui ai demandé où elle se trouvait quand le drame s'est déclenché, et elle m'a répondu qu'elle était chez elle. L'avez-vous interrogée depuis? Non, monsieur. Elle ne vous a rien dit d'autre? Si, monsieur. Elle m'a demandé, m'a supplié, de retrouver Carrie White. Quelle a été votre réaction? Je lui ai conseillé de rentrer chez elle. Merci, shérif Doyle. Vic Mooney surgit de l'ombre près du parking de l'immeuble de la Bankers Trust, avec un sourire figé sur le visage, un large sourire grimaçant, le sourire du chat de Cheshire flottant dans l'obscurité, rougeoyant, comme le vestige d'un moment de démence. Ses cheveux soigneusement plaqués pour son rôle de présentateur se dressaient, englués et hirsutes. Des gouttelettes de sang lui ponctuaient le front au cours de sa fuite éperdue. Il était tombé sans même s'en apercevoir. Un œil tuméfié et violet, il buta contre la voiture du shérif Doyle, rebondit contre la carrosserie comme une balle de billard et considéra à l'intérieur du véhicule l'ivrogne qui somnolait sur la banquette arrière. Puis, il se tourna vers Doyle, qui venait d'en terminer avec Sue Snell. L'incendie projetait alentour de mouvants reflets lumineux, revêtant toute chose d'une teinte sinistre de sang séché. Comme Doyle se détournait, Vic Mooney l'étreignit. Il l'étreignit comme un cutéreux enamouré aurait pu étreindre sa cavalière pour danser la polka. Il étreignit Doyle des 2 bras et le serra tout en roulant des yeux, le même rictus crispé sur les lèvres. « Vic, » commença Doyle. « Elle a arraché tous les fils électriques, » dit Vic, la voix cassée. « Elle a arraché tous les fils et tout inondé. Et ensuite... Bzz, bzz. Vic, on ne peut pas les laisser comme ça. Oh non, 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 c'est pas possible. Carrie a arraché tous les fils. Rhonda Simard a brûlé. Oh non !» Doyle lui administra 2 gifles, sa paume calleuse claquant avec un bruit mat sur le visage du jeune garçon. Son cri s'interrompit avec une soudaineté brutale, mais son rire grimaçant n'en fut en rien modifié. C'était une version paradoxale, effrayante.
Qu'est-ce qui est arrivé ? Demanda Doyle, durement. Qu'est-ce qui est arrivé à l'école ? Carrie, murmura Vic. Carrie est arrivée à l'école. Elle... Il laissa sa phrase en suspens et baissa les yeux vers le sol. Doyle lui expédia 3 sèches bourrades. Les dents de Vic faisaient un bruit de castagnette. Alors, cette Carrie ? La reine de la soirée, marmonna Vic. Ils ont renversé du sang sur elle et sur Tommy. Quoi ? Il était 11h15. La station Citgo de Tony, dans Summer Street, explosa avec une sorte d'énorme rugissement. La rue s'illumina avec une telle violence qu'ils trébuchèrent en arrière contre la voiture de police en se couvrant les yeux de la main. Un immense champignon d'essence enflammé s'épanouit au-dessus des ormes de Courtouze, empourprant l'étang des canards et le terrain d'entraînement de baseball. Dans les ronflements et les crépitements du feu, Doyle perçut les bruits d'éclats de verre, de débris de ciment qui retombaient au sol. Une deuxième explosion retentit qui leur fit rentrer la tête dans les épaules. Doyle ne parvenait pas à concevoir. Dans ma ville, tout cela arrive dans ma propre ville. L'ampleur du désastre qui s'abattit sur Chamberlain. Chamberlain, nom de Dieu, où il buvait du thé glacé sur la galerie de la maison de sa mère, où il arbitrait les matchs de basket et faisait sa dernière ronde automobile sur la route numéro 6, au-delà du Cavalier, avant de rentrer se coucher à 2h30 du matin. Sa ville ravagée par l'incendie. Tom Keehan sortit du poste de police et courut le long du trottoir jusqu'à la voiture de Doyle. La chevelure en bataille, il portait une salopette vert olive sur un maillot de corps et s'était trompé de pied en chaussant ses mocassins. Mais Doyle songeait qu'il n'avait jamais été aussi heureux de retrouver un être vivant en face de lui. Tom Keehan représentait Chamberlain tout autant qu'un autre, et il était là, intact. « Sacré bon Dieu !» dit-il haletant. « Tu as vu ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» s'enquit Doyle, d'un ton bref. « J'étais à l'écoute de la radio, » répondit Keehan. « Motton et Westover voulaient savoir s'il fallait envoyer des ambulances, et j'ai répondu bon sang oui, envoyez tout ce que vous pouvez. Des corbillards aussi. J'ai bien fait, non ? » « Oui, » approuva Doyle en se passant les mains dans les cheveux. « Tu as vu Harry Block ?» Block était à la municipalité le responsable des services publics dont la distribution d'eau faisait partie. « Non, mais le chef d'Egan dit qu'ils ont de l'eau dans le vieux quartier de Rennett, au bout de la ville. Ils sont en train de brancher les tuyaux. J'ai mobilisé une escouade de jeunes et ils installent une infirmerie au commissariat. Ce sont des braves types, mais ils vont mettre du sang sur ton plancher, Otis. » Otis Doyle se sentait envahir d'une impression d'irréalité. Cette conversation ne pouvait pas se dérouler à Chamberlain. C'était impossible. « Ça va bien, Tommy. Tu as fait ce qu'il fallait. Retourne là-bas et appelle tous les médecins que tu trouveras dans l'annuaire téléphonique. Moi, je vais à Summer Street. »« D'accord, Otis. Si tu vois cette cinglée, ouvre l'œil. »« Qui ça ?» Doyle élevait rarement la voix, mais cette fois, il poussa un coup de gueule. Tom Keehan eut un mouvement de recul. « Carrie White. »« Qui ? Comment tu sais ça ?» Keehan battit des paupières. « J'en sais rien, ça m'est venu comme ça. » Extrait d'un téléx de la paix, 11h46. Chamberlain, Maine, AP. Un sinistre d'une tragique ampleur a frappé la ville de Chamberlain, Maine, cette nuit. Un incendie qui s'est déclaré au collège d'Ewan pendant un bal de l'établissement s'est propagé jusqu'au centre de la ville à la suite d'une série d'explosions qui ont entraîné l'anéantissement d'une grande partie de ce quartier. On signale qu'une zone résidentielle à l'ouest de la ville est également en feu. Toutefois, c'est avant tout la situation au collège d'Ewan qui cause les plus graves inquiétudes. On craint qu'un grand nombre des étudiants qui assistaient au bal de printemps soient restés prisonniers des flammes. Selon l'un des responsables de la lutte contre l'incendie, le nombre des morts atteindrait 67.
pour la plupart des élèves de l'établissement, questionne sur le total possible des victimes de la catastrophe. Le même responsable a répondu « Nous n'en savons rien. Nous préférons nous abstenir de faire des estimations. Nous craignons que le tribut ne soit plus lourd que celui du Coconut Grove. » Selon le dernier rapport, 3 foyers d'incendie impossibles à maîtriser font rage dans la ville. L'éventualité d'une série d'actions criminelles n'a pas reçu confirmation. Il n'y eut pas d'autre rapport de la paix en provenance de Chamberlain. À minuit 6, une conduite de gaz sur Jackson Avenue fut éventrée. À minuit 17, le chauffeur d'une ambulance de Moton qui roulait vers Summer Street jeta un mégot par la portière. L'explosion détruisit d'un seul coup près de la moitié d'un pâté de maison, y compris les bureaux du Clarion, le journal de Chamberlain. À minuit 18, Chamberlain était entièrement coupé du reste du pays endormi. À minuit 10, 7 minutes avant l'explosion de la conduite de gaz, le central téléphonique enregistra une autre calamité plus bénigne. Le blocage total de tous les circuits qui fonctionnaient encore. Les 3 standardistes de service, débordés, restèrent à leur poste, mais sans pouvoir rien faire. Elles travaillaient avec des visages marqués par l'horreur et l'épuisement, s'efforçant en vain d'établir, de transmettre des appels intransmissibles. Et c'est ainsi que Chamberlain se répandit dans la rue. Ils arrivèrent en troupes serrées venant du cimetière situé à l'intersection de Bellskis Road et de la route numéro 6. Ils apparurent en pyjama, en bigoudi. Madame Dawson, mère de ce garçon aujourd'hui décédé, qui avait été un si joyeux drill, avait le visage empâté d'un masque de beauté, semblant prête pour un numéro de clown. Ils venaient tous pour voir ce qui était arrivé à leur ville, pour voir si vraiment elle gisait, rasée par le feu, blessée à mort. Beaucoup vinrent aussi pour mourir. Ils se pressaient dans Carlin Street, comme une marée, avançant vers le central de la ville à la lueur du halo sanglant qui éclairait le ciel lorsque Carrie sortit de l'église congrégationaliste de Carlin Street où elle était entrée pour prier. Elle n'en avait franchi le porche que 5 minutes plus tôt, après avoir ouvert la conduite de gaz. Ça avait été très facile. Dès qu'elle se l'était imaginé courant sous la chaussée, oui, cela s'était fait tout seul, mais elle avait l'impression d'y être restée des heures. Elle avait prié longtemps, avec ferveur, tantôt à haute voix, tantôt en silence. Son cœur cognait douloureusement dans sa poitrine, les veines saillaient à son cou et sur son visage. Elle avait l'esprit heurté par l'idée obsédante de son pouvoir et par la menace d'un abîme. Elle avait prié devant l'autel, agenouillée dans sa robe trempée, déchirée et ensanglantée. Sa respiration était rauque, entrecoupée, et les gémissements, les grognements qui s'échappaient de sa gorge emplissaient l'église tandis qu'elle irradiait son énergie psychique. Les prie-dieux tombaient, les livres de cantiques voltigeaient et un plateau de communion en argent fila sans bruit sous la haute voûte sombre pour aller s'écraser contre le mur du fond. Elle priait et ne recevait pas de réponse. Personne n'était là, ou s'il y avait quelqu'un, ce quelqu'un, ou ce quelque chose, restait sourd à ses prières. Dieu s'était détourné d'elle, et pourquoi pas? Après tout, il était autant qu'elle responsable de ses horreurs. Elle sortit de l'église, elle en sortit pour rentrer chez elle, retrouver sa maman et achever son œuvre de destruction. Sur la dernière marche du perron, elle s'arrêta et considéra la foule qui se pressait en direction du centre de la ville. Un troupeau de bêtes, qu'il brûle donc, que les rues s'emplissent de la puanteur de l'Holocauste, que ce lieu devienne Raqqa, Ichabod, vers de terre, décolle. Et au sommet des pylônes électriques s'épanouirent des fleurs d'étincelles pourpres aux reflets nacrés, crachant le feu comme des girandoles. Les câbles à haute tension s'abattirent sur la chaussée dans un inextricable enchevêtrement. Des gens se mirent à courir et ce fut la panique générale, car, maintenant, la rue entière était jonchée de câbles et dans l'air nocturne monta l'odeur des premières chairs rongées par le feu. Des hurlements retentirent, un reflux se produisit dans la foule,
Plusieurs personnes touchèrent les câbles et furent prises de soubresauts hystériques. Déjà, certains gisaient dans la rue, leur robe de chambre ou leur pyjama en train de se consumer. Carrie se détourna et regarda fixement l'église qu'elle venait de quitter. La lourde porte se referma brutalement, comme sous l'effet d'un ouragan. Carrie se mit en marche pour rentrer chez elle. Extrait de la déposition sous serment de Madame Cora Simard, enregistrée devant la commission d'enquête de l'État, publié dans le rapport de la commission White. Madame Simard, nous avons appris que vous aviez perdu votre fille dans l'incendie de l'école d'Ewan et nous tenons à vous faire part de nos plus sincères condoléances. Nous nous efforcerons d'écourter au maximum cette épreuve. Merci. Si je le peux, je ne demande qu'à vous aider, bien entendu. Vous trouviez-vous dans Carlin Street vers minuit 12 lorsque Carrietta White est sortie de l'église congrégationaliste située dans cette même rue? Oui. Pour quelle raison étiez-vous dans cette rue? Mon mari devait se rendre à Boston pour affaires pendant le week-end et Rhonda était au bal de printemps. Je me trouvais donc seule chez moi et je regardais la télé en attendant ma fille. Tout à coup, j'ai entendu la sirène d'alarme de la ville et je n'ai pas fait de rapport avec le bal, bien sûr. Mais il y a eu l'explosion et je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé d'appeler la police, mais après les 3 premiers chiffres, j'ai entendu le signal occupé. Alors... Prenez votre temps, Madame Simard, tout le temps qu'il vous faudra. Je commençais à m'affoler. Il y a eu une deuxième explosion. C'était la station Amoco de Teddy, je le sais maintenant, et j'ai décidé de descendre en ville pour voir ce qui se passait. Une lueur énorme a illuminé le ciel. C'est alors que Madame Shear a frappé à ma porte. Madame Georgette Shear? Oui. Ils habitent près de chez nous, au 217 Willow Street. La rue donne sur Carlin Street. Elle tapait à la porte en criant « Cora, tu es là? Tu es là ?» Je suis allée ouvrir. Elle était en pantoufles et en peignoir. Elle a dit qu'ils avaient appelé Westover pour leur demander s'ils savaient quelque chose et on leur a répondu que l'école était en feu. J'ai dit « Oh mon Dieu, et Rhonda qui est au bal ?» Est-ce alors que vous avez décidé de descendre en ville avec Madame Shear? Nous n'avons rien décidé. Nous sommes partis comme ça. J'ai mis des pantoufles, celles de Rhonda, je crois bien. Elles avaient des petits pompons blancs. J'aurais dû mettre des chaussures, mais j'avais la tête à l'envers. Je crois que ça ne va guère mieux maintenant. Qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de mes chaussures? Racontez-nous les faits, comme vous l'entendez, Madame Simard. Merci. J'ai donné à Madame Shear une vieille jaquette qui se trouvait là, et nous sommes partis. Y avait-il beaucoup de monde dans Carlin Street? Je ne sais pas, j'étais trop bouleversée. Peut-être une 30aine de personnes, peut-être plus. Qu'est-il arrivé? Georgette et moi marchions vers Main Street, en nous tenant par la main comme 2 petites filles, dans le noir. Georgette claquait des dents, je m'en souviens. Je voulais lui demander d'arrêter, mais j'ai pensé que je pourrais la blesser. À 50 mètres de l'église congrégationaliste, j'ai vu la porte s'ouvrir. Et je me suis dit, quelqu'un est entré là pour demander secours à Dieu. Mais une seconde après, j'ai compris que je me trompais. Comment vous en êtes-vous rendu compte? Votre première supposition semblait logique. Ça m'est venu comme ça, simplement. Connaissez-vous la personne qui sortait de l'église? Oui, c'était Carrie White. Aviez-vous déjà vu Carrie White? Non, ce n'était pas une des amies de ma fille. Aviez-vous vu des photos de Carrie White? Non. De toute façon, il faisait nuit et vous étiez à 50 mètres de l'église. Oui, monsieur. Madame Simard, comment avez-vous su que c'était Carrie White? Je le savais, c'est tout. Cette certitude, Madame Simard, était-ce comme une évidence qui s'imposait à vous? Non, monsieur. Alors, quelle est votre explication? Je ne peux pas vous le dire. Ça s'est effacé comme un rêve. 1 heure après s'être levé, on se souvient seulement qu'on a fait un rêve. On a oublié de quoi on rêvait, mais je le savais. Avez-vous ressenti une émotion liée à cette conviction? Oui, l'horreur. Et qu'avez-vous fait?
Je me suis tournée vers Georgette et j'ai dit « La voilà ». Georgette a répondu « Oui, c'est elle ». Elle a voulu ajouter quelque chose, puis toute la rue s'est illuminée d'une lueur énorme. Nous avons entendu des espèces de craquements, puis les lignes électriques ont commencé à tomber dans la rue en lançant des gerbes d'étincelles. L'une a touché un homme devant nous et il s'est enflammé comme une torche. Un autre s'est mis à courir, il a marché sur un fil et son corps s'est arqué, comme s'il avait eu un dos en caoutchouc, et il est tombé. Il y en avait d'autres qui hurlaient, qui couraient comme des fous, et les lignes électriques continuaient à se décrocher. Elles se tordaient par terre comme des serpents. Et elle, Carrie, elle était heureuse, heureuse. On sentait qu'elle était heureuse. Je savais qu'il ne fallait surtout pas perdre mon sang-froid. Tous ceux qui couraient se faisaient électrocuter. Georgette m'a dit « Vite, Cora, oh mon Dieu, je ne veux pas brûler vive ». Je lui ai dit « Arrête, il faut se servir de nos cervelles, sinon on n'en aura plus jamais l'occasion. » Enfin, une bêtise de ce genre. Mais elle ne voulait pas m'écouter. Elle m'a lâché la main et s'est mise à courir vers le trottoir. Je lui ai crié de s'arrêter. Il y avait un de ces gros câbles conducteurs coupé juste devant nous. Elle ne m'écoutait plus. Et elle... Oh, j'ai senti l'odeur quand elle a commencé à brûler. La fumée paraissait monter de ses vêtements et je me suis dit « Voilà ce qui doit se passer quand on électrocute quelqu'un. » Vous avez déjà senti cette odeur-là ? Quelquefois, elle me poursuit dans mes rêves. Je ne bougeais pas. Je regardais Georgette Shear, qui devenait toute noire. Il y a eu une grosse explosion vers le West End, la conduite de gaz, sans doute. Mais je m'en suis à peine aperçue. J'ai regardé autour de moi. J'étais toute seule. Tous les autres s'étaient ou bien sauvés, ou avaient brûlé. J'ai vu peut-être 6 cadavres. Ils ressemblaient à des tas de vieux chiffons. L'un des câbles était tombé sur le porche d'une maison à ma gauche et elle avait pris feu. J'entendais craquer les vieux bardeaux de bois comme des graines de maïs grillées. J'ai dû rester là un long moment, à me répéter qu'il ne fallait pas s'affoler. En tout cas, ça m'a paru des heures. Et puis, j'ai eu peur de m'évanouir et de tomber sur un de ces câbles, ou d'être prise de panique et de me mettre à courir aussi, à pas compter. Il faisait de plus en plus clair dans la rue, avec la maison qui brûlait. J'ai enjambé 2 fils électriques et j'ai contourné un corps dont il ne restait qu'une espèce de flaque noire. Il fallait que je regarde bien où j'allais. Il y avait une alliance à la main du mort, mais elle était noire elle aussi. Mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis passée par-dessus un autre câble et puis j'en ai vu 3 devant moi en même temps. Je suis restée là à les regarder. Je n'osais pas sauter. Savez-vous à quoi j'ai pensé ? À la marelle, au grand pas qu'il fallait faire en jouant. Je me suis dit, Cora, lance-toi, fais un grand pas par-dessus les fils. Mais est-ce que je pouvais le faire ? Il y en avait un qui crachait encore des étincelles, les 2 autres ne bougeaient pas. Mais on ne pouvait pas savoir. J'ai attendu que quelqu'un vienne, mais il n'y avait personne. La maison brûlait toujours et les flammes avaient gagné sur le jardin, les arbres et la haie. Mais aucune voiture de pompiers n'était en vue. Bien sûr, tout le quartier ouest était en feu à ce moment-là, et je me sentais si faible. Enfin, j'ai compris que c'était ou le grand pas ou l'évanouissement. Alors je me suis décidée. Le talon de ma pantoufle s'est posé à 2 ou 3 centimètres du dernier fil. Après, je me suis redressée. J'ai encore évité un câble coupé et je me suis mise à courir. Et c'est tout ce que je me rappelle. Quand le matin est venu, j'étais couchée sur une couverture au poste de police avec un tas d'autres gens. Quelques-uns, pas beaucoup, étaient des petits jeunes en tenue de bal et je leur ai demandé s'ils avaient vu Rhonda. Et ils ont dit... Êtes-vous personnellement sûr que Carrie soit la responsable de cette catastrophe ? Oui. Merci, Madame Simard. Pourrais-je poser une question, s'il vous plaît ? Que va-t-il se passer s'il y en a d'autres comme elle ? Que va devenir le monde ?